Notre histoire commence comme un feuilleton policier. Brassard fluorescent, armes de poing et perquisition dans un coquet pavillon de la banlieue parisienne. Je passe derrière. Ces hommes sont des agents de la douane judiciaire. Rien à voir avec ceux qui contrôlent vos bagages aux frontières. Leur mission, traquer la grande délinquance financière. Ce pavillon appartient aux parents d'un homme qui serait l'auteur d'une fraude colossale. Douane judiciaire, ouvrez la porte. Écartez-vous, rangez le chien. Rangez le chien. Allez hop, c'est la douane. Plus de 60 millions d'euros auraient été volés à l'État français. Mais dans la maison, aucune trace du suspect. Ils sont deux. Les parents d'origine étrangère jurent n'avoir aucun contact avec leur fils. Et manifestement, ils n'ont pas envie d'aider Jean-Marie et ses collègues. Il est où? Je sais pas. Il n'est pas habité ici. Il n'est pas habité. Ah bon? Oui. Vous vous moquez de nous, non? Oui, il est bon. C'est vrai. C'est pas Bon, vous avez un numéro de téléphone? Non, rien. Jamais donné. Jamais y donner. C'est beau. Jean-Marie en est convaincu, le suspect a certainement passé la nuit ici. Car dans le pavillon qui compte 5 chambres, tous les lits sont défaits. Qui dort là? Comme ça. Qui dort là? Normal comme ça. Comme Écoutez, le vous ne week-end. me prenez pas pour des cons, il y a des gens qui ont dormi il n'y a pas longtemps. Qui dort là le week-end? C'est petit fille. Moi, il y en a deux petites filles. Et trois petits. Fils? D'accord. Et là, c'est qui? Ça, c'est Marie ici. Marino? Oui. Vous foutez de moi? Elle dort dans 2 chambres à la fois? D'accord. C'est pas celui-là. Là. Apparemment, le douanier a bien du mal à croire aux explications fantaisistes du père du suspect. C'est bon, j'ai compris. Et en bas, c'est qui? Qu'est-ce qui dort là? C'est qui dort là le week-end? Ça, c'est pas personne. Non. Ça, c'est mon fils, c'est le cerf. Une dehors, une dedans, sinon le bagarre. D'accord. C'est tout. Oui, c'est la chambre du chien, hein, pour savoir. Ça, c'est la chambre du chien. Le chien dort dans un lit en 180 sur 2 mètres, faut le savoir. Oui, le cerf. L'homme recherché s'est envolé. Mais les douaniers vont très vite pouvoir mesurer son train de vie et celui de son entourage. Bon, alors, messieurs, dames, on cherche plein de choses. Entre autres, des documents et des papiers. Donc, on va nettoyer, on va regarder pièce par pièce tout ce que vous avez. D'accord? Est-ce que vous avez des lingots d'or? Non. Des billets de banque? Non, il n'y en a pas. Vous avez pas Officiellement, les parents du suspect sont au chômage. Là, l'écran, tout ça. Cet écran plasma à 4 000 € était un cadeau de leur fils. Bon, en attendant, vous le verrez plus. Mais c'est très très bien ça. C'est les gens qui déclarent très peu aux impôts. C'est quand même toujours assez intéressant de voir tous ces beaux cadeaux à X milliers d'euros. Et Jean-Marie et ses collègues ne sont pas au bout de leur surprise. Regarde, 3 000 € pièce. Oh putain. Tony Mercier, Genève. Bah nickel, hein. Je suis complètement... Aïe aïe aïe. T'as trouvé ça où? Hein? T'as trouvé ça où? Derrière le canapé, ça traînait. Ouais, bah, dans les ordures, quoi, classique. Ils sont belles, hein. Des montres de luxe et un écran plasma, 40 000 € de marchandises achetées avec le butin d'un vol, un braquage sans armes ni violence. Est-ce que vous gardez des documents ici ou pas? Documents? Quelqu'un, vous me dites où est-ce qu'ils sont? Ah non. Non, vous n'avez rien du tout. Je sais pas, mais vous gardez, s'il te plaît, les Plus intéressant encore, dans le garage, les douaniers saisissent des centaines de fausses factures. Toute la comptabilité du présumé arnaqueur est là. De quoi démonter un réseau criminel implanté dans au moins 9 pays de l'Union européenne. Pendant 1 an, nous avons suivi cette enquête. Fausses factures, hommes de paille, société écran, marchandises fantômes. Les douaniers vont démonter l'une de ces arnaques qui coûte chaque année entre 10 et 15 milliards d'euros aux finances publiques. Cela s'appelle le carrousel de TVA. Banlieue parisienne, au siège du service national de la douane judiciaire. En résumé, a priori, c'est lui qui a mis en place la myriade de sociétés. À 45 ans, Eric est le chef du groupe. Ces douaniers sont des officiers de douane judiciaire. Sous le contrôle d'un magistrat, ils peuvent à la fois enquêter, intervenir et saisir. Ils traquent un escroc jusqu'à présent insaisissable. Nous l'appellerons Tony. On a un petit souci actuellement, c'est qu'on ne sait pas où il est. Tony a une trentaine d'années, il est informaticien. Pour vous donner une idée du personnage, on l'a jamais pu l'accrocher sur un téléphone. Il est hyper volatile,
Il apparaît nulle part, aucune ressource officielle, pas d'impôt bien évidemment, pas de voiture à son nom, rien. Mais heureusement pour Eric et ses collègues, les livres de compte de Tony sont plus bavards. En 6 mois d'enquête, ils ont saisi des centaines de fausses factures qui révèlent une vaste arnaque à la TVA. Cet impôt, qui taxe chaque transaction, ce sont les entreprises qui le collectent au nom de l'État. Une société en France, quand elle achète à une autre société française, elle achète TTC, bien évidemment. Si elle revend à une autre société française, elle revend également toute taxe comprise. Donc la TVA est inclue dans le prix qu'elle va payer à son fournisseur. Elle va facturer à son client de la TVA. Mais la TVA que le client paye à la société, ça n'appartient pas à la société. Donc cette société va devoir la reverser au Trésor public. Mais le système a ses failles. Écoutez bien comment, sur la base de fausses factures, Tony aurait réussi à se faire rembourser d'énormes sommes d'argent par le Trésor public français. J'ai quelques fausses factures que notre arnaqueur a confectionnées lui-même dans le cadre de son activité. Dans ce cas précis, on voit donc que sur la facture, il y a un total correspondant à la valeur du matériel. Il aurait acheté des barottes de mémoire pour une somme d'un peu plus d'1 100 000 euros. La TVA qui est facturée par son prétendu fournisseur est à peu près de l'ordre de 220 000 euros. Ces barrettes mémoire qui n'ont jamais existé, Tony les aurait exportées dans un pays d'Europe. Son client est une société chypriote, mais elle serait tout aussi imaginaire que le matériel informatique. Donc ici, là, on voit bien Chypre, une adresse à Nicosie. Voilà la faille que notre suspect exploite. Quand un entrepreneur exporte dans un autre pays de l'Union, la transaction est exemptée de TVA. Alors Tony aurait pu en toute légalité obtenir le remboursement par le Trésor public français des 220 000 euros de TVA qu'il a soi-disant payé pour ses barrettes mémoire fantômes. Dans ce cas particulier, on voit que le montant de la TVA qui a été volé au Trésor public, puisqu'il n'y a pas d'autre terme, là c'est 220 000 euros. Bon, c'est une facture. Il y a quand même pas mal de factures multipliées par 50 sociétés, bon, qui n'ont pas toutes le même rôle, mais enfin qui concourent quand même à détourner la TVA. On arrive vite à plusieurs millions d'euros rien que sur ce carrousel. Là, il devient urgent de faire quelque chose. Voilà. Au total, Tony et ses complices se seraient fait rembourser par le Trésor public français sur la base de centaines de fausses factures, environ 60 millions d'euros. Comment de telles arnaques peuvent-elles se monter aussi facilement? Nous sommes allés voir le meilleur spécialiste français de cette forme de délinquance en col blanc, appelé le carrousel de TVA. Bien, chers amis et amateurs de carrousel, nous allons donc commencer. Le professeur Gilles Dutheil enseigne l'art de traquer les maîtres du carrousel de TVA aux douaniers, policiers et magistrats de toute l'Europe. Là, c'est pas du tout une fraude fiscale, on ne cherche pas à éviter l'impôt, on veut puiser directement dans les caisses de l'État. Il s'agit de l'appropriation de la TVA. Chaque année, les carrousels de TVA coûtent environ 10 milliards d'euros à l'État français, soit la moitié du déficit de la sécurité sociale. Et les carrousels de TVA n'ont pas fini de tourner, d'après Gilles Dutheil. Le carrousel de TVA est l'exemple même du délit qui rapporte beaucoup plus que le trafic de stupéfiants. Par contre, en termes de répression, si la fabrication, l'importation, la cession de stupéfiants fait encourir à son auteur ou ses auteurs une peine de 30 années de réclusion criminelle et 7,5 millions d'amende, pour un gain identique, le carrousel de TVA, qui lui aussi sera commis en bande organisée, fait encourir au maximum 10 années d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende. Donc le quantum de peine est bien moindre pour un profit nettement supérieur. Alors comme ces délits sont relativement faciles à mettre en œuvre, ne nécessitent pas des mises de fonds exorbitantes. Effectivement, compte tenu du profit, c'est quelque chose qui suscite énormément de vocation. C'est d'autant moins risqué que Tony, notre suspect, sait prendre un maximum de précautions. Dans l'organigramme des dizaines de sociétés qu'il contrôlerait, son nom n'apparaît jamais. À leur tête, il aurait placé une armée de prête-noms. Ce jour-là, Eric et Jean-Marie vont en interroger 2. Pour les recruter, le suspect leur aurait fait miroiter une affaire en or, un bon salaire, le titre de patron. À ces conditions, les futurs pigeons ne se posent pas beaucoup de questions. Ouais, tiens, regarde.
Je lui ai demandé à quoi il ressemble, celui-là. Eric va s'occuper de Céline. Avec son BTS de secrétaire, elle n'a pas hésité à se lancer dans le commerce de produits pharmaceutiques. Jean-Marie interroge Violette. Ancienne livreuse de pizza, elle s'est reconvertie du jour au lendemain dans l'import-export. Vous allez nous expliquer comment vous êtes passé de la pizza au trading. Travailler avec lui, comment il vous a présenté le truc? Il m'a présenté le truc en me disant voilà, tu montes ta boîte. Dans les premiers temps, le temps de voir si ça fonctionne ou pas, c'est moi qui vais gérer un petit peu. Et puis voilà. C'était pour prendre la TVA? Non, c'était pas pour prendre la TVA, mais c'était pour faire... Pour dégager Voilà, et que nous, on toucherait 1 000 € par mois. sur le montant de TVA qui aurait été rapporté? Ça, je sais pas. Quand il m'a proposé le truc, il m'a dit voilà, on va vendre des produits pharmaceutiques en Europe, c'est un truc porteur, il y a de l'avenir dedans, faut y aller. Ah oui, ça, pour y aller, il est allé, hein. Le Trésor s'en souvient encore, hein. Est-ce qu'il vous a parlé de la TVA au début? Oui, il nous a dit qu'il y aurait des factures ou des commandes, enfin, acheter et vendre, et que par mois, il y en aurait un dossier de TVA à remplir. D'accord. Donc Kamal nous a dit que Les deux femmes ne semblent pas savoir comment se déroulait la fraude. Donc, comment vous trouvez la trésorerie pour payer la TVA au Trésor public, dans un premier temps, au tout début? J'en ai aucune idée. Ouais, d'accord. Bon. Enfin, moi, pour ma part, j'y connaissais rien, tout ce qui était gestion d'entreprise, comptabilité, tout ça. Enfin... Pour moi, c'était pas une fraude à la TVA. Vous vous rendez compte? Vous avez présenté les documents, vous ne savez même pas à quoi ça sert et pourquoi vous avez donné ça. C'est énorme quand même. Vous aviez encore confiance? Tant qu'il n'y avait rien de concret et que... Parce qu'il n'y avait rien de concret, là. Vous avez vu ce qu'il y a dans le rapport de l'inspectrice des impôts, là? Il n'y a rien de concret, là. Ouais, vous êtes sur quelle planète, là? Comme depuis le début. Attends, on n'est pas sur l'île enchantée, là. Le plus difficile pour Eric et Jean-Marie, c'est d'évaluer le degré d'implication des deux prête-noms. Dans le jargon des escrocs, on les appelle des coupe-circuits. Ouf. Ouf. Selon leur degré de responsabilité, ces coupe-circuits risquent jusqu'à 2 ans de prison. Il y en a qui sont clairement des victimes, qui se sont retrouvés à passer devant sans que le cas apparaisse nulle part. Et du coup, ils héritent de tous les emmerdes. Et en plus, si on veut s'arrêter à ce niveau-là du dossier, ils servent de coupe-circuit. Voilà. Évidemment, notre travail, c'est de voir derrière. Donc nous, au contraire, tout commence avec eux. Dans leur enquête, les douaniers ont une nouvelle piste pour interpeller Tony l'arnaqueur. Il est marié, mais il a une maîtresse. Allez, on scelle. Nous l'appellerons Madeleine. Aujourd'hui, Eric et ses collègues vont perquisitionner à son domicile. Un pavillon qui appartiendrait à une société créée par Tony et basée dans un paradis fiscal. Oh, les 2 fois on l'a suivi, il a décollé vers 12h30, 13h. Non mais tu sais, les businessmen, c'est ça, ils se couchent tard, ils se lèvent tard, donc... mais on a des conversations de mecs. Il y en a une qui dit ouais, j'en peux plus, je fais des factures jusqu'à 4h du matin, j'en ai encore 120 à faire d'ici demain, enfin bref, mais c'est du boulot, escroquer la TVA, attends, ça se fait pas comme ça. Hein. Bon, on va rentrer le bleu. Ah, il n'y a pas la BM. Il y a la Mercos, donc il y a quelqu'un. Mauvaise nouvelle, l'une des voitures de Tony, que les douaniers surveillaient, n'est apparemment pas là. C'est la douane, madame, ouvrez. Voilà. Bonjour, madame. C'est la douane judiciaire. Vous êtes douane judiciaire. Votre ami? Elle n'est pas là du tout. Non, votre ami. Il est où, Mister? Je ne sais pas où il est. Vous savez pas où il est? On va en reparler. On en reparlera. On est là, on vient faire une perquisition de votre domicile. Hein? Bonjour. Officiellement, Madeleine vit seule avec sa fille et elle est au chômage. Bon, mais bien sûr, il est pas là, ça. À l'évidence, le présumé escroc s'est envolé et sa maîtresse n'est pas très causante. Nous, celui qu'on veut, c'est d'accord? Vous savez qui c'est hein? Ah oui, je suis. Donc, il va falloir que vous réfléchissiez rapidement. Comment vous le contactez? Je le contacte pas.
Ouais, bon alors stop, il va falloir changer de discours. On est d'accord? Il va falloir s'énerver. Parce que là, le je sais pas où il est, je sais pas comment le contacter, il vient, il repart. Ça va pas le faire, ça. Madeleine ment aux enquêteurs, allant jusqu'à nier connaître la véritable identité du propriétaire de ce pavillon. Qui c'est le propriétaire de la maison? C'est une société. Une société. Qui s'appelle? Je sais pas. Je peux pas vous dire. Honnêtement, je ne peux pas vous dire. Soit vous êtes amnésique, soit vous nous foutez de nous, là. Parce que c'est vous qui êtes allé signer chez le notaire. Je sais, mais c'est une société à Chypre, mais impossible de me... On va vous rappeler le nom. D'accord. C'est pas grave, on le connaît, le nom. Pour comprendre si la jeune femme est toujours en contact avec son amant, Eric va passer ses revenus à la loupe. Alors vous faites comment pour le quotidien? L'argent, pour les courses, c'est etc. Et il vous donne jamais d'argent, lui? Non. Apparemment pas d'argent, mais de jolis avantages en nature. Le suspect et son entourage aiment ce qui brille. Vous l'avez depuis quand? 2006. C'est de l'or ou... Oui, c'est de l'or. Ah, mais il n'y a pas le numéro là. Ça vaut pas 3 000 euros, c'est en or. Ça vaut peut-être 10 à 15 000 euros, ça. Parce que lui aussi, il a une Rolex? Il a une Rolex? Ouais, bah oui, tant qu'à faire. Hein. Ah, pareil, là, il y a deux quartiers, là. C'est pareil, c'est qui a payé. Oui, c'est un cadeau. Ouais, enfin, c'est l'État qui vous a fait cadeau, madame. Non, tu veux dire que c'est nous, c'est notre TVA qui a permis. C'est une partie de mes impôts qui a permis à de vous acheter. Voilà. C'est l'État qui vous a fait cadeau. Puis ça a un peu tendance à nous agacer aussi, donc. Un petit peu, ouais. Parce que moi, quand j'achète ma baguette de pain, je paye de la télé. Dans le garage, c'est pas mal. un autre motif d'agacement pour les douaniers. Une grosse cylindrée allemande, elle aussi immatriculée dans un paradis fiscal. Cela fait donc 2 voitures de luxe. Madeleine, officiellement RMiste, rembourse chaque mois 2500 € de traite. Mais vous pouvez m'expliquer, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de revenus et vous payez 1080 € pour une Mercedes. Ma soeur me prête l'argent. 1000 tous les mois, 1000 euros, elle vous prête? Oui. Plus le reste pour vivre? Parce que soi-disant vous n'avez pas d'argent. Attendez, vous nous avez dit qu'elle gagnait 1400, 1600 € par mois. Elle vous prête votre sœur 1000 € pour payer la Mercos? Elle a vendu son terrain. Non mais attendez, c'est un terrain, c'était une mine d'or son terrain ou quoi là? Et soit vous êtes complètement neuneux, soit vous nous prenez pour des cons là. Parce que écoutez, quand on n'a pas d'argent, qu'on n'a pas de revenus, qu'on paye 1000 €, qu'on se fait prêter 1000 € pour payer la Mercedes, c'est pas une obligation. Vous n'avez pas d'argent, vous ne payez pas le crédit. Et vous achetez une Clio. C'est pas vieux ça. Cela fait 7 heures que les douaniers perquisitionnent et les réponses de Madeleine deviennent hésitantes. Je peux rembourser, c'est tout. Et comment vous faites pour rembourser si vous n'avez pas d'argent? Ça, il faut me l'expliquer. Comment vous faites pour rembourser? Il m'a fait 3 virements. Donc vous avez fait 3 virements. Oui. De combien? 5 000 €. 3 de 5 000. Oui. Il y a combien de temps? Décembre, janvier, février. Voilà. Depuis, j'ai plus rien. Tout à l'heure, la pauvre, il lui donnait rien. 15 000 €. Depuis le début, Madeleine prétendait étrangement ne pas avoir les moyens d'appeler son amant. Elle finit par craquer et sort d'une cachette un autre portable qui sert à l'appeler. Ce téléphone pourrait bien conduire les douaniers à l'insaisissable arnaqueur. Bon, on va lui faire une géolocalisation et puis on va voir où il est. Et puis on va aller le chercher. Enfin, s'il n'est pas trop loin. Enfin, même s'il est loin d'ailleurs, il va falloir qu'on y aille. Mais je pense qu'il doit être sur Paris ou la région parisienne. Donc ça ne devrait pas poser de problème particulier. Ce jour-là, 8 perquisitions sont menées chez des proches de Tony. Pavillon, voiture de luxe, montre de marque, lingots d'or. Les douaniers vont saisir des biens pour une valeur estimée à 1 750 000 €. Vendus aux enchères, ils permettront de réparer en partie le préjudice subi par l'État. Donc pour l'appart, alors qu'est-ce qu'on... Quelques jours plus tard, le téléphone de Madeleine a permis de retrouver la trace de Tony, notre supposé arnaqueur. Les douaniers l'ont localisé dans l'Est parisien, à 200 mètres près. Ce qu'il faut, c'est la frapper, quoi. Ben voilà. Il a rallumé son portable pendant un quart d'heure, entre 22h30 et 22h45. Donc on est allé voir où l'émetteur l'a signalé. Mais bon, il a coupé quasiment aussitôt, donc un quart d'heure, c'était pas suffisant, donc on n'a rien pu faire. On a un dernier contact avec sa dernière amie en date, donc, qui est dans le 15e. Donc on va aller faire une petite reconnaissance. Une nouvelle piste pour les enquêteurs. Heureusement pour eux, Tony aime beaucoup les femmes. L'appartement est désert, alors les douaniers emploient une vieille ruse d'enquêteurs. Oui, bonjour, la police.
Je suis à l'espace mobile, pas très loin de chez vous, car vous venez d'être victime d'un cambriolage. Oui. Non, madame. Non, c'est pas une blague du tout. Voilà. Merci beaucoup, madame. On vous attend. À tout à l'heure. Elle arrive. Calmez-vous. Dites-moi, parce que là, je suis un peu Non, il stressée. n'y a pas de cambriolage. D'accord. Ouais, zone judiciaire. D'accord. Voilà. Dites-moi ce qui se passe là, parce que... Le problème, c'est que vous êtes en contact avec quelqu'un qu'on recherche. Bon, je connais un type qui est un peu space. C'est qui Il s'appelle... Il se fait appeler mais c'est pas une. Non, ouais. Alors c'est quoi Tony cloisonnerait toutes ses relations. Au total, les enquêteurs lui connaissent au moins 15 identités différentes. Vous avez un numéro de téléphone? Ouais, mais Il vous répond plus. écoutez, je l'ai eu ce matin. Parce qu'en fait... Vous l'avez eu ce matin? Jamais peut-être notre homme n'a été aussi proche. Reste à trouver le moyen de le piéger. On va carrément faire. Mais oui, on ne rendait pas compte. Non, détendez-vous, détendez-vous. Le temps presse, il faut convaincre la jeune femme de coopérer. C'est un gros manipulateur, en gros, on va y aller franco de port si vous voulez. C'est quelqu'un qui a des gamins, Sa nana, elle est avec nous en garde à vue là. Vous croyez qu'il lui raconte quoi, sa nana? Mais bien sûr que si. Le coup de la jalousie, ça marche toujours. La jeune femme accepte de confier ce qu'elle sait aux enquêteurs. Mais cette piste, une fois encore, ne débouchera sur rien. Heureusement pour les douaniers, leur décryptage du système de Tony, lui, progresse. Alors, il est économiste là, qu'est-ce qu'il nous raconte de beau là? Il y a encore un qui a gagné au loto, qui n'était pas au courant. Mais non. L'un de ses complices, c'est le frère de Tony l'arnaqueur. Eric et Jean-Marie ont réussi à l'intercepter et l'auditionnent ce matin. Ils savent que cet homme gère une société basée dans un paradis fiscal d'Amérique centrale. Eh, vous croyez au Père Noël? Non, ben moi non plus. Et il vient de recevoir un virement de 4 millions d'euros. D'accord, les 4 millions d'euros. Je suis même pas au courant, mais vous Ah oui, vous savez quoi? C'est sur ta société du Panama, mon grand. Mais c'est vous, le gérant, donc vous êtes le responsable, donc vous devez vous expliquer. Pendant des heures, le frère de Tony nie tout en bloc. Il est au chômage, sans ressources, bref, pratiquement SDF. Difficile à croire quand on parle d'un virement de 4 millions d'euros. Et pourquoi on trouve la trace d'un virement de la banque de Dubaï, là, de 4 millions, pile, tout rond, hein. Il y a marqué « Transfert to Foundation ». Et là, voilà. Alors... T'es grillé, mon grand, là. C'est marqué. Mais c'est pas moi qui ai fait pour la fondation. Peut-être. Alors, donc, il y a un heureux bienfaiteur qui a eu envie de te dégager 4 millions sur ton compte au Panama. J'essaie de trouver une Pourquoi t'es pas au Crédit Agricole? Pourquoi t'es au Panama? Dans le système de Tony, il semblerait que le frère joue un rôle essentiel, celui de blanchir les millions d'euros générés par l'arnaque à la TVA. Ces 4 millions, par exemple. Après avoir été transférés dans un paradis fiscal, ils reviennent en France sous forme d'investissement immobilier. Vous connaissez monsieur Sa femme. Oui. Et je le connais parce qu'avec sa femme, on essaie de monter une chaîne de restaurants aux États-Unis. Investir dans des restaurants, un classique du blanchiment d'argent. Le frère de Tony a beau nier, les enquêteurs ont des preuves et savent qu'il a déjà été inquiété pour des faits similaires. Je n'ai jamais fait de transaction sur parce que moi c'est moi. Ben, on en trouve des comptes bancaires dans la pochette. Bah moi, je sais pas. Ah, je sais pas, c'est va. C'est chez vous ça? Ah oui. C'est qui? Jean-Marie abat sa meilleure carte, la trace d'un virement signé par le frère de Tony. Ah, c'était un compte pour faire circuler du pognon, ça? Pour faire un petit coup de circuit? Non. Non. Non, parce que je veux pas avoir les flics sur le dos. Seriez pas déjà un peu connu de la justice européenne? Bah disons que ça fait 7 ans que je suis en pause avec la Belgique. Encore une fondation qui a mal tourné? Non. Pourquoi? Quelle infraction? Blanchiment d'argent, et 4 mois de sursis, mais monsieur, moi, il dit 10 ans tout à l'heure. Bon, concernant le courrier adressé... Le frère de Tony a donc déjà été arrêté en Belgique. Et ce n'est certainement pas un hasard. Si la France ne semble pas la mieux armée pour lutter à la source contre ces arnaques à la TVA, nos voisins belges ont investi depuis des années dans des technologies de pointe. Voici les bureaux du très renommé Office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée. Ici, pas un,
Pas deux, mais des dizaines d'enquêteurs poursuivent les criminels en col blanc. Alain Crucifix nous révèle le secret de la méthode belge. C'est le numéro 2 de cet office central, composé d'agents du fisc, de policiers et de douaniers. Tout se passe bien? Pas de problème, pas de souci dans ton dossier? Non, ça va. Eh bien, nous sommes en une petite centaine, mais justement ici, le collègue Yves, c'est une particularité. Au lieu d'être policier, il est fiscaliste. Et c'est ce qui donne une plus-value à nos performances, évidemment, puisque eux viennent avec leur savoir d'inspecteur du fisc, et nous sommes là avec notre savoir judiciaire. En mettant les deux ensemble, ça donne d'excellents résultats. Nous avons investi dans cette matière-là depuis pas mal d'années. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un réel problème. De plus, le pouvoir politique s'est investi aussi. Vous savez qu'on est en période de crise, alors tout l'argent qui peut rentrer est toujours le bienvenu. Mais la Belgique dispose d'une autre arme. En France, les arnaques à la TVA sont découvertes au hasard des contrôles fiscaux. Nos voisins belges disposent d'un logiciel capable d'analyser toutes les transactions commerciales qui ont lieu chaque semaine dans le pays. Et la machine tourne, comme vous le voyez, en dessous, les chiffres qui défilent, qui sont environ le nombre de transactions qui sont faites sur une semaine en Belgique. La machine va les passer tout en revue et vous allez voir les chiffres qui défilent, toutes les transactions commerciales assujetties à la TVA en territoire belge. Une fois tous les enregistrements faits, elle va se livrer à l'analyse. On va dire que sur les plus de 500 000 informations données, la machine en a sélectionné 29 cas susceptibles d'être des cas de carrousel, des cas de fraude à la TVA, dans le cadre du filtre que nous avons mis ici pour l'exemple. 29 cas suspects sur 500 000 transactions analysées en à peine 5 minutes, un outil exceptionnel pour cibler les contrôles. Ça, vous n'avez pas en France. Pourquoi la France se passe-t-elle d'un outil aussi efficace? À cette question, nous n'avons obtenu aucune réponse des services fiscaux. En attendant, le spécialiste de la grande délinquance financière Gilles Dutheil ne tarit pas d'éloges sur la méthode belge. Et en moins de 2 ans, le préjudice belge avait baissé de 50% et en un peu plus de 4 ans, il a baissé de 93%. Alors ce qui est plus embêtant, c'est de savoir que, selon mes calculs, environ 60% du préjudice belge en moins est actuellement en France. Autrement dit, face à un État qui se défend, les arnaqueurs n'hésitent pas à émigrer chez nous. 6 mois que la traque a commencé, et Tony reste introuvable. Mais les douaniers sont loin d'être découragés. Leur enquête connaît un incroyable rebondissement. Toute l'arnaque de Tony, souvenez-vous, repose sur sa capacité à produire de fausses factures qui lui permettront de se faire rembourser de la TVA par le Trésor public français. Alors, pour justifier d'un maximum de transactions fictives, Tony a proposé son arnaque à une société cotée en bourse. Une multinationale qui a généré l'année dernière plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Nous l'appellerons JCOM. Mais pour l'approcher, Tony n'avait pas le carnet d'adresse. Il n'aurait donc pas agi seul. 5 h du matin au SNDJ, les enquêteurs ont identifié un homme qui aurait fait affaire avec Tony. C'est quelqu'un qui est donc dans le milieu informatique. C'est pas la clientèle habituelle dans la mesure c'est quelqu'un qui a un cursus scolaire et professionnel assez brillant, donc qui a les moyens, etc. C'est pas la banlieue qu'on fréquente habituellement, quoi. Direction les beaux quartiers. Le suspect est un ancien dirigeant d'une société informatique à la retraite. Son parcours est un sans faute. Carrière brillante dans les plus grandes multinationales, un grand appartement, un petit château sur les bords de Loire. C'est un homme au-dessus de tout soupçon qui aurait joué les intermédiaires pour Tony l'escroc. Madame, c'est la douane judiciaire. Vous nous laissez entrer, s'il vous plaît? La quoi? La douane judiciaire. Merci, madame. Bonjour. C'est la douane judiciaire. Voilà. Est-ce que monsieur est là? Oui, il est au lit. Vous pouvez aller le réveiller, s'il vous plaît? On va vous expliquer, si vous voulez bien nous laisser rentrer. On va vous expliquer. Allez-y. Le voilà. Oui, je vous en prie, allez-y. Fini les pavillons de banlieue, nous sommes dans les plus beaux appartements parisiens. Alors, monsieur, on vient vous voir dans le cadre d'une...
délivré par un juge d'instruction de dans le cadre d'une enquête sur une escroquerie à la TVA en bande organisée et de blanchiment. Vous voyez, ça vous évoque quelque chose pour vous? Il y a des noms qui vous disent quelque chose? Non. Je connais, il s'appelle Georges. Placement de garde à vue à 7h05. Vous avez le temps de téléphoner pour annuler les rendez-vous? Non, non, non. Vous ne pouvez pas téléphoner, monsieur. Vous n'avez plus Je suis un peu dans votre chambre. Oui. Vous savez ce que vous faites, monsieur? Des choses que vous avez faites, mettez les gens. Pas tomber. Moi, j'ai pu. À mon avis, je vous aurais tout expliqué. Je ne sais pas combien de temps, jusqu'à quel niveau de détail. En 1 heure ou 2, ça fait le tour. Moi, je crois pas. Habitué à donner des ordres, l'ancien dirigeant se croit visiblement intouchable. C'est comme on est suspicieux, nous, il faut qu'on regarde tout. Donc, Ça, vous avez cette année, si ça vous intéresse de voir non. les clients que j'ai. Non, mais si. Oui, non, on vous dit non. Jacques Primus pense se tirer d'affaire en un tour de main. Mais les enquêteurs le soupçonnent d'avoir mis en contact Tony avec JCOM. Un rôle d'intermédiaire, donc. Malgré sa belle assurance, Jacques Primus va partir en garde à vue. Les enquêteurs commencent par le placer dans une cellule jusqu'à son audition. Vous venez avec nous? Devant les douaniers, Jacques Primus minimise son rôle et sa responsabilité. Moi, je les ai rencontrés, j'ai passé avec eux un contrat d'apport d'affaires qui disait en gros, si je vous trouve une société avec laquelle vous faites du business, vous me payez une commission dedans. Et après, ils se débrouillent entre eux. Quelles sont les précautions que j'ai prises à ce moment-là? C'est ce business, il existait chez nous depuis plusieurs années, d'accord. Il avait été audité par la de qui est une société cotée qui travaille avec les armées et la gendarmerie beaucoup. C'est un gros fournisseur de la gendarmerie, même aujourd'hui. Le businessman montre à Eric qu'il a le bras long. Une sorte de menace qui a le don d'agacer le douanier. Vous n'êtes pas un perdreau de l'année, monsieur. Vous avez une grosse expérience professionnelle, vous êtes loin d'être idiot, vous commencez à avoir un petit peu d'expérience dans le business, vous voyez débouler un mec comme ça avec un cabis pourri, un statut où il apparaît pas et vous chante Ramona, vous inventez une histoire à 2 balles qui tient pas debout, vous continuez à faire des affaires avec lui? Non, c'est vrai, c'est pas très sérieux. Non, mais attendez, je reconnais avoir été peut-être léger, mais je ne considérais pas que c'était dans ma mission de vérifier la solvabilité. Mais je parle même pas de la solvabilité, moi. Je parle même pas de la solvabilité. Il y a un type qui débarque d'une autre planète, qui vous est présenté par quelqu'un que vous connaissez. Vous allez faire affaire avec lui, parce qu'en fait, il est là le lien. Il y a un lien d'affaires quand même contractuel. Hein. Vous signez un contrat avec Tintin, là, hein, avec. Vous faites affaire avec lui, hein. Vous êtes en prise directe. Hein. Donc. Je suis en prise directe pour l'introduire. Dans une société, je ne suis pas en prise directe. C'est pas moi qui je lui ai rien vendu, rien acheté, moi. Non, mais certes. De toute façon, vous n'aurez pas payé. Mais vous allez présenter, vous avez quand même une sacrée responsabilité, vous allez présenter un faisant à une société pour qu'il fasse du business avec. Je reconnais, mais attendez, je ne dis pas le contraire. Le vrai problème, comme vous l'avez sûrement, et vous le savez certainement, monsieur, c'est que le budget de l'État s'est fait embourber de millions d'euros. Il est là le vrai problème. Voilà. Pour son rôle d'apporteur d'affaires, Jacques Primus a été rémunéré la coquette somme de 700 000 €. Après 10 heures d'audition, le suspect rentre chez lui. Il est inquiet, mais il n'a pas encore avoué l'essentiel. Était-il au courant de cette arnaque à la TVA ? Le lendemain, les douaniers interpellent et auditionnent sa fille qui travaille avec lui. Le coup de bluff d'Éric et de Jean-Marie se révèle gagnant. Votre fille, mais elle est en dessous du niveau de la mère. Moi, je l'ai eu avec moi, honnêtement. C'est moi qui l'ai interrogée. C'est pas moi qui m'occupe de sa garde à vue, quelqu'un qui fait la procédure. Moi, je m'occupe que de l'entendre. Voilà.
Je me suis occupé que de l'entendre. Votre fille, mais elle est déprimée, quoi. Vous imaginez ce que ça fait quand on vient vous chercher? Encore, on arrive en douceur, parce qu'on s'était renseigné avant. On l'a pas collé dans le lit, on a explosé la porte. Elle est Vous imaginez le risque que vous lui faites encourir comme elle est. Mais je ne savais pas. Mais vous saviez pas, mais putain, c'est trop tard. Vous étiez quoi, obnubilé par l'argent facile? Vous n'aviez pas le cerveau disponible pour poser ces questions. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous l'assumez pas, c'est elle qui prendra. Je suis prêt à assumer. Hein. Moi, je veux surtout la protéger, d'autant plus que c'est moi qui suis à la source de tout ça, c'est pas elle. Le gardé à vue commence à vaciller, mais ne cède pas. Le douanier va le pousser dans ses retranchements. Vous faites le malin en disant « Attendez, moi je suis ici, je suis là, je savais rien, je suis Blanche-Neige, certes, j'ai mis les gens en relation, patati patata, j'ai fait cuisiner de mon carnet d'adresse, 30 ans dans le milieu informatique et tout. » Je crois que vous n'avez pas ultra bien compris ce qui va vous arriver. Vous encourez aujourd'hui au titre du blanchiment la confiscation de l'ensemble de vos biens. Vous comprenez ce que ça veut dire? Si vous me le dites, je vous crois. Oh bah oui, on est tout puissant, hein. On a fait tous ces plus grandes écoles, on tient le monde dans la main. Voilà. Eh oui, c'est ce qu'on a... c'est un peu la rançon des égos un peu surdimensionnés, quoi. Ben ouais, on est des businessmen, on n'est pas des escrocs. Voilà. Le problème, vous savez quoi? Vous faites pile l'articulation entre la vérole des sociétés style ou des traînelattes qui n'ont même pas le BEPC, qui sont des vrais losers, qui ont été condamnés dans d'autres pays européens pour des faits identiques, etc., etc. Vous croyez que vous allez emporter l'intime conviction d'un juge sans vous être expliqué? Mais qu'est-ce que vous croyez? Mais vous allez être broyé par l'appareil. Si vous me le dites, hein, On n'est pas dans la civilité, là. On est dans la délinquance en col blanc, voilà, au plus haut niveau de la vie des affaires, avec une imbrication sur des articulations entre des sociétés complètement vérolées et des sociétés qui sont implantées dans la vie des affaires et qui ont pignon sur rue. Et cette articulation, elle est notamment faite par des gens comme vous. Voilà. C'est ça qui va être présenté, c'est la stricte réalité. C'est la réalité. Au bout de 2 heures, Jacques Primus craque. Et il avoue qu'il savait dès le départ que cette affaire était une arnaque à la TVA. Quand vous le saviez en juin, vous ne saviez pas que c'était vérolé. Mais après, vous avez su que c'était vérolé. Que c'était vérolé ou... On est bien d'accord. Ouais. D'accord. Ah ouais. Tout à fait d'accord. Attendez, 2 secondes. La garde à vue touche bientôt à sa fin. Il était temps que le douanier le fasse craquer. Il avoue. Dans un quart d'heure, j'ai fini. Mais il a dit, ok, c'est vrai, j'ai eu connaissance à partir de juin, terminé. Les enquêteurs sont soulagés. Avec cet aveu de Jacques Primus, la délinquance en col blanc est mise au jour. Pourtant, dans cette affaire, un mystère demeure. Quel était l'intérêt de JCOM, une société prestigieuse cotée en bourse, à s'allier avec Tony l'arnaqueur? Pour le découvrir, les douaniers vont s'attaquer au premier cercle des dirigeants de JCOM. Dans leur ligne de mire, une femme, Caroline Gavin. Elle est la directrice financière de l'entreprise. Du service des douanes. Voilà. Bonjour. Vous expliquez. C'est pas très difficile de s'inquiéter. Surdiplômée, une brillante carrière dans de grandes multinationales. À 40 ans, Caroline Gavin est une femme qui a réussi. Vous êtes toute seule? Oui. On vient vous voir pour expliquer pour escroquer à la télé en bande organisée. D'accord. La directrice n'a pas vraiment l'habitude de se faire réveiller par des douaniers, ni d'être accusée d'appartenir à un réseau de criminels en col blanc. Ok. Vous êtes placé en garde à vue en raison de l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que vous avez commis ou tenté de commettre en qualité d'auteur ou de complice des infractions qualifiées. Premièrement, l'escroquerie à la TVA en bande organisée. C'est pas de la fraude fiscale, hein. C'est une infraction pénale, article 313-1 du code pénal. 10 ans de prison. Blanchiment d'escroquerie en bande organisée. Blanchiment et recel. Écoutez, madame, on va commencer la perquisition. La procédure est classique. Les douaniers vont fouiller l'appartement de fond en comble. Relevé de comptes, bijoux et montres, tout va y passer. Et comme par hasard, les douaniers trouvent la carte de visite de Jacques Primus. Madame Gavin commence à paniquer. Bon, vous avez rabattu, madame. La suite des événements, c'est que vous allez faire un petit tour par le 36 quai des Orfèvres. À l'identité judiciaire. À l'identité judiciaire. On va prendre vos empreintes, les mains et photographie. Voilà. Placé en garde à vue, doit faire l'objet d'une... Allez, on y va. Des menottes, une séance de photos d'identification, une prise d'empreinte. Pour la première fois de sa vie, cette cadre dirigeante va être fichée à la police nationale comme une vulgaire criminelle. Le nom me dit quelque chose.
J'ai parlé souvent de monsieur. Personnellement, je n'ai jamais rencontré. Caroline Gavin a forcément entendu parler de Tony et de ce marché que JCOM, alors en grande difficulté, n'a pas voulu refuser. L'accord est le suivant. JCOM s'engage à créer une nouvelle filiale d'import-export et Tony, via sa myriade de sociétés, lui fournit des fausses factures qui permettent à JCOM de gonfler fictivement son chiffre d'affaires. Suffisamment en tout cas pour rassurer la bourse. Comme c'est une société cotée en bourse, son premier intérêt c'était de doper son chiffre d'affaires et en plus de ça, donc c'était une société qui était comptablement et financièrement en déficit et qui en 2 ans est passée du rouge au vert dans la mesure où elle s'est constituée un crédit de TVA quand même conséquent dont elle n'a pas demandé le remboursement auprès des impôts d'ailleurs, ce qui aurait pu déclencher tout de suite un contrôle fiscal. Comme les marchandises n'existent pas, ce sont les droits au remboursement de TVA qui ont permis à JCOM de truquer son bilan comptable et à Tony de toucher ses commissions. Alors, répondez donc à la question. Quant à la moralité de ces clients, vous les sélectionnez? Non. Le ne sélectionne pas ses clients En fonction de leur moralité. En fonction de leur moralité. Et quand l'enquêteur évoque les risques pris par JCOM dans ce genre d'affaires, c'est affolant. On vous parle d'analyse de risque tout de suite, c'est... Ah mais si ça fait, c'est bon, hein, dès qu'on a le pognon, c'est bon. Faut peut-être atterrir sur Terre, là. Hein? Il y en a qui crèvent de faim, tous les maîtres, là. Tous les maîtres. Et vous me répondez quoi, là? Analyse de risque. Ah oui, il était solvable. Donc dès qu'il y a la thune, c'est bon, c'est ça le résumé. C'est comme ça que ça marche. Vous avez même pas honte. Vous avez même pas honte. C'est incroyable. Bah non. Pas honte. Bah ouais, quand on est formé à ça, c'est sûr. On n'est pas dans le même monde, hein. Éthique, en tout cas. C'est la loi du business, ouais. Après, s'il y a des sociétés qui sont reconnues publiquement comme étant des sociétés qui font travaillent avec des enfants, qui exploitent les gens, oui, ouais. Peut-être effectivement que là, on fera des opérations. En 48 heures de garde à vue, Caroline Gavin n'avouera jamais avoir été au courant de l'arnaque. Mais elle a 2 certitudes. Son subalterne devait être au courant car il était en contact direct avec Tony. Quant au PDG de JCOM, elle le dédouane complètement. Mais dans un bureau voisin, l'enquête va connaître un ultime rebondissement. Un témoin très informé sur la situation de JCOM va contredire la version livrée par Caroline Gavin. Marie Torrent était directrice financière chez JCOM juste avant Caroline Gavin. L'articulation, comment ça s'est passé? Le PDG de JCOM est loin d'être au-dessus de tout soupçon. D'après Marie Torrent, toutes les bases de l'arnaque auraient été posées au cours d'une réunion de direction animée par un homme d'affaires bien mystérieux. Alors, à cette réunion, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il présente l'activité. Vous vous rappelez un petit peu comment il présente la chose Déjà, il s'est présenté comme étant un ancien chez IBM. Donc, en gros, c'était une activité de négoce. Et à la fin du rendez-vous, je reconnais que j'avais de sérieux doutes sur ce type d'activité. Donc, bien à se renseigner si les sociétés existaient. Puis, je lui ai fait remarquer que pour moi, ce n'était pas l'activité principale de l'entreprise. Donc, ça devait rester une activité très marginale. Comment vous l'avez ressenti, vous découvrez quelque chose, effectivement, vous ne connaissez pas trop, ou vous voyez bien tout de suite que c'est pas le métier de j'ai carrément dit que ça me plaisait pas, mais je ne pouvais pas dire pourquoi. Ouais, c'était plutôt au niveau du ressenti. C'était plutôt au niveau du ressenti. La seule autonomie que je pouvais avoir, je dirais, c'est de dire, moi en tant qu'intermédiaire, je fais pas. Donc j'avais limité en disant, ce sera 1 ou 2. Si j'avais voulu faire 3000 transactions par mois, j'aurais fait 3000 transactions. Moi, j'ai été l'exécutante, si je puis dire, mais pas du cerveau. Hein. Tout l'état-major de JCOM est donc au courant de l'arnaque. Le douanier pense alors que ce mystérieux homme d'affaires présent à la réunion est un complice de Tony, mais il n'en est rien. Comment c'est arrivé? Je ne veux pas faire de dénonciation qui serait fausse. Il me semble que c'est quelqu'un que connaissait Monsieur.
Thomas Martin, le PDG de JCOM. Coup de théâtre. D'après l'ancienne directrice financière, le véritable concepteur de cette arnaque à grande échelle n'est pas Tony, notre petit arnaqueur de banlieue, mais bien le PDG de JCOM en personne. L'affaire prend donc une tournure beaucoup plus sensible. Et ce fameux dont on parle beaucoup. Oui, c'est un second couteau, on n'a pas de doute sur le sujet. Non, le col blanc, lui, il n'est pas col blanc, entre guillemets. C'est qu'effectivement, il a connaissance de certains mécanismes bancaires, financiers, dont il use et des systèmes qu'il met aux mains. Il y a deux personnes qui, elles, sont des chefs d'entreprise, qui, elles, sont des personnes qui sont avisées, qui ont fait des études, que tu vois dans les journaux, que tu vois présenter des bilans de société, etc., etc. Et ces gens-là, ils sont difficiles à arrêter ? Ils sont difficiles à arrêter, mais tu te doutes bien que c'est des gens qui ont le bras long, évidemment. Ce serait faux de dire qu'ils ne connaissent personne. C'est évident que par ce biais-là, ça rend l'affaire d'autant plus complexe que, en gros, avant d'y aller, il faut marcher sur des œufs et il faut être certain que les infractions soient établies. Rien ne vous freine ? Pour l'instant, non. Vous avez peur de ça des fois, Eric ? Oh, c'est une possibilité, hein. Mais bon, on voit, disons qu'encore une fois, on a la chance de travailler avec un magistrat qui est sur la même longueur d'onde que nous, donc pour l'instant, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est essentiel ? Ouais, c'est capital, sinon dans ce genre de dossier, on n'avance pas. 8 mois ont passé depuis la fin de notre tournage. Mis en examen, Tony reste toujours insaisissable et il y a peu de chances que l'État revoie la couleur de ses 60 millions d'euros. Quant au PDG de JCOM, mis en cause par son ancienne directrice financière, il n'a toujours pas été entendu. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour établir les responsabilités des donneurs d'ordre. Aujourd'hui, les carrousels de TVA représentent l'un des plus grands hold-up de France.